Bonjour, bienvenue sur mon podcast. Je marche donc je pense, un podcast par Marie du Jardin des Talents. Bonjour. Je voudrais vous remercier. Je crois que je l'ai déjà fait dans le podcast précédent, mais les chiffres montent. Donc voilà, je suis super contente. Merci pour vos écoutes, un peu plus nombreuses chaque jour. On m'a posé la question de savoir si je continuerais la fréquence de publication aussi intense qu'en ce moment par la suite. La réponse est bien sûr que non. C'est juste qu'en ce moment, j'ai la disponibilité matérielle de pouvoir faire ces podcasts assez enchaînés, ce qui me permettra aussi d'arriver à une saison 1 complète de 12 épisodes. Je me suis fixé 12 épisodes pour une saison assez rapidement. Voilà, et puis après de peut-être pouvoir diffuser quand je serai certifiée coach certifiée, je pourrai diffuser ma chaîne de podcast un peu plus en fait. Voilà. Donc merci pour les écoutes qui arrivent d'un peu partout dans le monde. Donc ça c'est super. Voilà. Après avoir noté sur une petite feuille différents sujets de podcast. J'en ai encore plein à venir. Et puis hier j'ai acheté un nouveau livre aussi qui est pas mal sur vraiment un profil atypique parmi tous les profils atypiques. Je pense que la définition des profils atypiques pourra aussi potentiellement être l'objet d'un podcast, bien que pour moi mettre dans des cases ne soit pas vraiment la priorité. Mais je suis tombée sur une petite illustration dans la semaine de Chloé Rayure sur Instagram, qui est autiste Asperger et qui fait des petits dessins. Alors on voit un petit bonhomme avec un sac à dos rempli de cailloux très très lourd à porter. Et puis il s'arrête dans une case. Il pose son sac à dos. On voit il a l'air un peu plus serein. Et il repart tout guilleret avec dans son sac à dos des outils. Voilà, donc l'utilité de la case, c'est aussi de pouvoir proposer des outils. Mais comme j'ai pas envie de mettre chaque spécificité de profil atypique dans une case, puisque les frontières entre les cases sont de moins en moins franches, je préfère aborder différentes thématiques qui peuvent concerner différents types de profils atypiques. Et puis chacun y pioche ce qu'il a envie d'y piocher. Voilà, c'est pas universel, c'est pas une pensée universelle. Je suis pas en train de dire que tous les comme ça sont comme ça et tous les comme ça sont comme ça. Je parle surtout de moi, de ce qui m'a mené à mon burn-out, comment moi j'ai trouvé mes outils pour sortir du burn-out et aller plutôt bien par la suite. Et puis aussi toutes les prises de conscience grâce aux nombreuses lectures, écoutes de conférences et autres. Voilà, même je suis abonnée sur les réseaux sociaux à tout un tas de pages qui me permettent justement d'approfondir mes réflexions et mes recherches. Ce que décrit aussi Dr Camilla Tang, que l'on retrouve sur Instagram sous Milia, M-I-2-L-I-A, j'ai oublié la suite, c'est Dr Camilla Tang. C'est une Anglaise d'origine asiatique, diagnostiquée TSA, trouble du spectre autistique, TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Et elle en a un troisième que j'ai oublié. Voilà, et donc elle est docteure en bioinformatique. Et c'est une scientifique qui compare le fonctionnement des êtres humains à tout un tas de théories scientifiques et de fonctionnements scientifiques. Le livre est très très facile à lire, on est dans de la vulgarisation à 200%. Même si on va sur des termes plus techniques, et vraiment elle prend le temps de les expliquer, elle image tout dans son ouvrage, et la lecture est très très intéressante. Ce matin je lisais un passage sur le désordre et qui m'a beaucoup parlé. Je pourrais revenir dessus après. Et puis au tout début du livre, j'ai été hyper émue par ces mots sur le fonctionnement en arborescence, penser comme un arbre, elle appelle ça. J'ai fait des captures écran des 2 pages, j'avais envie de me les imprimer recto verso, plastifier et de les donner
en guide d'utilisateur, en mode d'emploi à toute personne qui me trouvera bizarre ou qui aura du mal à s'adapter à moi. Et là, j'étais vraiment prise d'une émotion très très forte. D'ailleurs, je lui ai mis un petit commentaire sur sa page Instagram. Elle n'a pas beaucoup de followers, donc je sais qu'elle le lira, en disant que j'avais presque pleuré. En fait, ça m'avait vraiment fait monter les larmes aux yeux de voir écrit noir sur blanc dans un livre par une jeune femme de 28 ou 29 ans vraiment le mode de fonctionnement de mon cerveau. Pourtant, j'ai lu beaucoup de livres sur le mode de fonctionnement de mon cerveau, mais là, c'était tellement juste, mais vraiment à la virgule près, c'était tellement moi, loin de l'effet Barnum que j'ai appris cette semaine grâce à une fidèle auditrice qui se reconnaîtra. L'effet Barnum, je vous laisse faire des recherches si ça vous intéresse. Une fois de plus, je suis une mauvaise podcasteuse. Non, mais je pars du principe que chacun qui écoute ce podcast a la ressource à aller faire ses recherches derrière si ça l'intéresse, et je ne veux pas vous assommer d'informations. L'effet Barnum, en fait, c'est quand on lit par exemple son horoscope et qu'on a l'impression que ça nous concerne parce que ça nous parle. Voilà, et là on est loin de l'effet Barnum avec cet extrait du livre. C'est comme ce que j'ai expliqué à quelqu'un. J'ai plusieurs orteils à mon pied, et si je me tape le petit doigt dans un angle de porte, je vais avoir mal à mon pied, et clairement je vais avoir mal à mon pied. C'est pas juste l'imagination que j'ai mal à juste. Non, je sais plus pourquoi je disais ça. Ça n'a pas beaucoup de sens en fait ce matin. Mais en gros, cette description du fonctionnement de mon cerveau était vraiment ma description de fonctionnement de mon cerveau. C'est pas juste un effet illusoire que mon cerveau pourrait fonctionner comme ça. Non, il est vraiment comme ça. Et chaque chose qu'elle décrit, même en exemple, sont des choses déjà vécues. Et donc j'étais envahie d'une montée d'émotions. Et donc je me suis dit, parmi tous les sujets que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans le podcast, allons-y dans la continuité de l'hypersensibilité. On a parlé de l'hypersensibilité sensorielle dans le précédent podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypersensibilité émotionnelle. Alors, c'est quoi l'hypersensibilité émotionnelle ? Ça va être ma propre définition à moi. Je ne suis pas allée la chercher dans quelques dictionnaires ou autres. C'est de mon expérience, de mon vécu, de ce que de tout ce que j'engrange comme information. Pour moi, l'hypersensibilité émotionnelle va être, dans sa problématique, une très très grande difficulté à gérer les diverses émotions générées dans une journée, qui mène forcément à une explosion à un moment donné. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est être une véritable éponge à tout son environnement, capter les émotions des autres autour de soi et vivre les choses de façon beaucoup plus intense que ne les vivraient d'autres personnes. Je lis un livre, j'ai envie de pleurer. Ce que j'étais en train de vous dire. Parfois, je pleure en regardant une pub. Je me dis, ma grande, je suis pas sûre que la personne qui a conçu cette pub voulait vraiment te faire pleurer, t'émouvoir. Oui, mais te faire pleurer, peut-être pas. Quand je finis un roman, je suis dans une tristesse, mais c'est un deuil complet. J'ai l'impression qu'on vient de m'annoncer la mort d'une amie, quoi. C'est la fin de mon monde, comme diraient les jeunes, je suis au bout de ma vie, là. Je termine mon roman. Du coup, ça me ralentit un peu d'en lire parce que les émotions sont trop fortes. Quand je termine une série, que pourtant je binge-watch, je regarde avec frénésie mes épisodes, parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et quand c'est la fin de la dernière saison, je suis pareil, dans le même état. Je suis pétrifiée de tristesse. Je pourrais rester assise sur mon canapé 1 heure à regarder dehors, ça m'est déjà arrivé. Ou alors je me traîne, j'ai plus d'énergie. Je suis complètement vidée par la tristesse en fait d'avoir terminé, parce que je me suis tellement projetée, j'ai tellement vécu les émotions avec eux, c'était tellement fort et intense que finalement, la retombée derrière est dure. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est avoir du mal à contrôler justement ce qu'on appelle maintenant les ascenseurs émotionnels. C'est avoir du mal à contrôler mes larmes. Quand je suis dans une situation où j'ai des larmes qui montent, j'ai énormément de mal à les contrôler. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de pleurer dans le bureau d'un de mes chefs. Un truc qui ne se fait pas, surtout quand j'étais à mon poste au Luxembourg, qui était quand même cadre dans une entreprise avec une hiérarchie très haute. Je travaillais directement pour
le président général de la holding de l'entreprise. Enfin voilà, en haut de la pyramide et je pleure dans le bureau pour une broutille, un truc parce qu'impossible de verbaliser, impossible d'exprimer. Et puis trop d'émotions et paf, les larmes qui coulent. Donc finalement, j'ai cette capacité à être très dure et très forte dans des tas de moments. Et puis après, je vais complètement pleurer dans des trucs où il ne faudrait pas. Donc j'évite les situations où je pourrais pleurer. Donc par exemple, dans mon boulot actuel, j'ai plein de situations où je devrais aller me confronter à ma hiérarchie, mais sachant que je vais fondre en larmes, je le fais pas. Alors je préfère continuer de subir des choses qui sont inadmissibles, je trouve. Dans mon mode de fonctionnement, avec mon mode de raisonnement, je trouve que ces choses-là sont inadmissibles. Mais j'ai déjà essayé auprès d'une personne plus à l'écoute que d'autres, mais cette personne est partie de mon lieu de travail. Donc là, je sais qu'en face de moi, je vais avoir des portes de prison. Je vais avoir des gens empathie zéro et moi je vais m'effondrer en larmes parce que j'ai pas d'autres moyens de communication pour le moment. J'ai pas trouvé d'autres outils pour ne pas fondre en larmes. Je vais vivre les grands moments de vie de mes enfants avec des émotions ultra intenses. Pendant longtemps, j'ai utiliser un filtre entre mes yeux, mes émotions et mes enfants avec un appareil photo. L'appareil photo m'a permis pendant très 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 longtemps de canaliser mes émotions et de voir ce qui se passait sous le prisme de l'objectif. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre, parce que finalement, j'avais l'impression de me voler à moi-même quelque chose. Je faisais zut, j'avais envie d'être émue et là j'ai pas pu être émue. Donc d'un côté je me suis protégée à un moment donné où j'avais pas d'autres ressources que de me protéger. C'était le meilleur outil du moment. Parce que dans la vie on utilise toujours le meilleur outil du moment. Et si on utilise cet outil-là à ce moment-là, c'est que c'est le meilleur. Et qu'on n'en a pas d'autres à disposition. Par contre après on peut aussi chercher à trouver ou construire d'autres outils. Ça c'est l'étape d'après. Mais ne jamais culpabiliser de ne pas avoir fait mieux à un moment donné. C'est qu'à ce moment-là, on n'avait pas la connaissance, on n'avait pas la capacité, on n'avait pas l'émotionnel, on n'avait pas ce qu'il fallait pour faire mieux. Par contre, si on a envie d'évoluer, on peut évoluer et on peut chercher à construire d'autres outils. Ça, c'est un peu une sorte de toc chez moi. Je passe ma vie à chercher de nouveaux outils. Comme je vous l'ai déjà dit, mon but ultime, quand je serai vieille, c'est d'être sage. Et on ne peut pas être sage quand on passe sa vie dans des ascenseurs émotionnels et à pas savoir gérer ses émotions. Voilà, donc c'est un peu mon objectif, c'est d'arriver à être dans une plus grande gestion des émotions et donc de chercher des outils. Donc je passe ma vie à analyser, à observer tout ce qui se passe autour de moi pour trouver les meilleurs outils pour justement pouvoir gérer mes émotions. Voilà, à un moment donné de ma vie, j'avais pas les ressources nécessaires pour faire autrement que de passer par le filtre de l'appareil photo. Aujourd'hui, quand mes enfants font un spectacle de danse, pas cette année, c'est dommage, mais ou autre petite présentation, j'évite systématiquement l'appareil photo. Je me dis qu'il y a d'autres gens qui auront fait des photos. Je vais prendre mon portable, je vais faire une ou deux petites photos avec le portable. Éventuellement, je mets le portable sur film et puis je pose le portable. Mais moi, je vis le moment. J'ai envie de le vivre. J'ai envie de ressentir les émotions qu'elles ressentent aussi, parce que c'est ça mon hypersensibilité émotionnelle, c'est avoir la capacité à ressentir les émotions que les autres ont. Alors tant que je vis dans mon milieu familial avec juste mes enfants, c'est relativement simple, parce que ça fait pas trop de gens. Mais quand je suis dans une salle de classe avec 30 mômes, avec chacun son vivier émotionnel à l'intérieur, j'ai énormément de mal à le vivre. J'ai l'impression de me prendre des explosions nucléaires à chaque fois que j'ai une classe de gamins qui arrive. Il me faut un temps fou pour me remettre d'une classe à une autre. Moi j'aime bien les emplois du temps gruyère, donc 1 heure de cours, 1 heure de pause, 1 heure de cours, 1 heure de pause. C'est pas trop... Avant je travaillais dans un lycée où on faisait beaucoup et je trouvais ça très 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 agréable. Ça permettait vraiment une transition entre deux classes,
de pouvoir terminer le travail en cours, parce que pour moi la rupture à la sonnerie, je trouve ça hyper violent quoi. Je suis dans mon boulot et paf, ça s'arrête et tout le monde range ses affaires et tout le monde se barre, pour parler familièrement, et j'ai encore de l'administratif à faire et paf, les autres sont déjà en train de rentrer dans la salle de classe. Mon cerveau n'a pas le temps de faire la transition. Et si c'est des classes du même niveau, ça va parce que je sais sur quoi on est, mais si c'est des niveaux différents, ça va être hyper compliqué. Et donc quand je travaillais au lycée, on avait vraiment une heure de pause et donc ça me permettait de terminer de corriger les dernières copies, de terminer de peaufiner le cours que j'avais pour le cours d'après. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à chaud, c'est-à-dire que préparer les choses 10 jours à l'avance, moi je peux pas parce que après je suis plus dedans. Et j'ai vraiment besoin d'être dedans, j'ai pas une mémoire de travail extraordinaire. J'ai un peu une mémoire de poisson rouge donc sur certaines choses. La mémoire de travail c'est la mémoire immédiate. Et là, si je suis pas à fond dans mon sujet, je m'en souviens pas en fait. Et quand on travaille avec des lycéens, il faut quand même être au top. Avec des collégiens, c'est pas pareil. On ne travaille pas du tout de la même façon. Mais ce que je veux dire, c'est que mon hypersensibilité émotionnelle me joue des tours chaque jour où je travaille. Et quand je rentre chez moi que je suis épuisée, moi je sais pourquoi je suis épuisée. Et je sais pourquoi mes enfants sont épuisés, mes collégiennes. Je comprends pourquoi elles sont épuisées. Et quand je dis autour de moi, mais rendez-vous compte, pour un enfant, le stress émotionnel toute la journée, devoir déballer, remballer ses affaires, entrer dans une nouvelle salle de classe, s'adapter à la lumière, au son de la voix, à l'acoustique, au toucher de la table, aux odeurs. Enfin, il y a tellement... les sens sont tous en éveil en rentrant dans une nouvelle salle de classe. Il ne faut pas oublier que notre cerveau reptilien reste quand même très très présent, surtout sur les profils atypiques, et que chaque nouvelle salle de classe, même si elle est connue, représente tout de même un environnement nouveau à chaque fois qu'on rentre dedans, parce qu'il y a eu aussi des énergies dans cette salle de classe, il s'est passé des choses, et donc il faut se la réapproprier. Et plus les trajectoires d'une salle de classe à une autre, les bousculades, la promiscuité avec les autres, avoir mis sa main sur une rambarde où on sait que c'est dégoûtant, qu'est-ce que je vais faire de ma main sale maintenant alors que je peux pas me laver les mains. Bon, maintenant avec le coronavirus, on est tous obligés d'avoir du gel hydroalcoolique sur soi, ça règle un petit peu certains problèmes. Mais en attendant, le stress, je ne vais pas vous faire une journée d'un collégien, mais le stress émotionnel pour un collégien, moi je vis le même en fait, même si moi je change pas de classe, je vis ce stress-là, d'être tout le temps sous pression, de se dépêcher, prise par le temps et de ressentir les émotions de mes élèves. Le pire c'est quand j'ai des gamins dans la classe qui vivent des choses très très difficiles chez eux et que je le vois et que je le sens et que j'ai ce que j'appelle des espèces de flashs. Dans mon hypersensibilité émotionnelle, j'ai des flashs, c'est-à-dire que je ressens des choses qui sont très visuelles dans ma tête. Et pendant longtemps, j'ai essayé de me faire croire que c'était pas vrai. Et puis la vie m'a prouvé que c'était vrai. Et comme on est tous cachés derrière son déguisement de Superman ou de Wonder Woman, réécoutez le podcast sur le faux self, évidemment quand on rencontre quelqu'un dans une situation, on va pas tout de suite lui déballer tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, évidemment. On va mettre la peau du faux self, tadam, je suis parfaite, je suis toute lisse et impeccable. Et souvent, de prime abord, mes flashs, je me dis, ah bah non, tu vois, tu t'es trompée. En fait, tu t'es trompée, c'était pas ça. Et puis finalement, en creusant dans les discussions, régulièrement, j'ai la confirmation que mon flash était juste. Donc depuis quelques années, j'apprends à faire confiance à mon intuition. Je sais que ces flashs-là me guident énormément. Et donc, quand j'ai 30 gamins qui déboulent dans ma salle de classe, en se bousculant, en criant, en rigolant, en se taquinant, en faisant plein de choses, parce qu'ils ne sont pas juste sages dans le couloir à attendre, hein, c'est des enfants des années 2020, donc voilà, c'est un peu plus énergique, et qu'ils rentrent là avec leur lot d'émotions. Bon bah déjà moi je m'en prends plein parce que je les accueille un par un à la porte, donc déjà là je me prends tout un flux d'émotions, et puis après ça continue et je vois dans les regards tristes, je vois dans certaines attitudes, j'arrive à comprendre ce qui se passe à la maison de ces enfants, et c'est hyper dur à vivre pour moi.
Et après, quand j'essaye de décharger ça auprès d'autres adultes, c'est-à-dire l'infirmière, l'assistante sociale, des profs principales, des collègues, on me dit systématiquement que j'hallucine. Non mais Marie, il faut que tu arrêtes. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que le gamin il est mal élevé en fait. Alors non, je ne pense pas qu'on puisse arrêter à dire que le gamin est mal élevé. Ça repart à notre premier podcast, et si on mettait les gens dans des cases, c'est plus facile de dire que le gamin est mal élevé et de remettre la responsabilité sur un truc qu'on ne maîtrise pas et surtout qu'on ne veut pas voir. Donc voilà, mon hypersensibilité émotionnelle, elle se traduit par ça. Voilà, cette capacité à ressentir les émotions pour moi-même de façon extrêmement forte et aussi à ressentir celles des autres de façon extrêmement forte. Ensuite, dans les dégâts collatéraux de l'hypersensibilité émotionnelle, parce qu'il y a des aspects très très sympathiques à l'hypersensibilité émotionnelle. Moi j'aime bien savoir que je vais vivre les choses à 2000%. Voilà, là je suis en train de passer mon permis moto et chaque fois que je réussis un truc, j'ai l'impression d'être un astronaute qui vient de poser un pied sur la Lune, quoi. Voilà, j'ai cette capacité à vivre des petits événements de la vie comme étant des événements absolument incroyables. Donc ça j'aime bien. J'aime bien, ça me met dans une forme de satisfaction personnelle. J'ai une petite pause. Bonjour. Ouais, comme vous le savez, le podcast n'est jamais coupé, donc c'est toujours du direct. Voilà, donc je viens de croiser quelqu'un à qui j'ai dit bonjour. Et j'aime pas trop qu'on m'écoute parler. Donc voilà, dans les effets positifs, moi j'aime bien pouvoir savoir que je vis des événements anodins comme étant des grandes fêtes. Là, pendant le confinement, on a pu mener une action avec les enfants qui nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie et qui nous a ramené une petite trésorerie en fait. Elles ont très largement été impliquées dans ce projet. Et en fait, nous avions déterminé que cette petite trésorerie serait un budget alloué à aller acheter des vêtements neufs. Parce qu'on n'a pas souvent des vêtements neufs, déjà par principe, parce que je suis contre l'extrême consommation et que je refuse 90% du temps d'acheter du neuf qui vient de l'autre bout du monde à pas cher. Voilà, mais donc mes enfants sont principalement habillés avec de l'occasion que je n'achète pas. J'ai plein de copines qui me donnent des tonnes de fringues, mais une fois de temps en temps, c'est quand même grisant, et pour elles et pour moi, d'aller vivre un moment comme celui d'hier. On est allé vraiment dans une chaîne de magasins pas cher du tout, et elles ont pu se faire plaisir, et chacune est revenue avec une dizaine d'articles à très bas prix, mais qui leur plaît vraiment et dont elles sont super contentes. Et ce moment-là, je l'ai vécu d'une intensité. Enfin, j'avais l'impression de leur ouvrir les portes de Disneyland, quoi. Et j'étais hyper heureuse de pouvoir leur faire ce plaisir-là et de les voir hyper heureuses derrière. Ça a été l'occasion aussi d'aller chercher un jeu de société, celui qu'on voulait, mais on n'arrive pas à le trouver. On a trouvé un autre et on a pu partager un moment toutes les quatre à jouer en soirée, et ça pour moi c'est primordial. Et ces moments-là, je les vis avec une très très grande intensité et une émotion très forte. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, celui qui fait que beaucoup de profils atypiques se retrouvent en souffrance, et plus je lis dans les groupes de parole, les forums, les groupes sur Facebook et tout ça autour des profils atypiques, effectivement beaucoup de personnes parlent de souffrance par rapport à toutes ces hyper super capacités. Et c'est vrai que l'hypersensibilité émotionnelle peut être source d'une immense souffrance. Parce que, je ne sais pas trop bien par où pour commencer, par un exemple en fait. Un exemple récent, un truc qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps, parce que depuis mon burn-out, j'essaie de me protéger et de ne pas me faire subir des situations qui vont provoquer une explosion de volcan.
Donc normalement, j'arrive à gérer les trucs. Et quand je dois vraiment aller dans une situation sociale où je sais que je vais devoir faire 1000 efforts, je le sais d'avance, je m'y prépare longtemps à l'avance. C'est quelque chose que je planifie suffisamment longtemps à l'avance pour savoir exactement comment tout va se passer dans ma tête, savoir quels sont mes outils et mes ressources. Aujourd'hui, je maîtrise la cohérence cardiaque, donc ça, c'est des exercices de respiration. Je maîtrise aussi la visualisation positive. Voilà, donc j'ai des outils comme ça, mais je sais comment m'y prendre. Et surtout, ce sont des situations où je vais aller seule. Et ça, c'est hyper important pour moi, de pouvoir me rendre à ce genre de situation sociale toute seule. Parce que je décide quand j'y vais et je décide quand j'en repars. Et en plus, je suis seule dans ma voiture. Ce qui me permet un grand sas de décompression. Donc ça, c'est quand tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas longtemps, j'avais prévu un truc avec des copines. Et finalement, ce truc-là n'a pas eu lieu le jour où ça devait avoir lieu. Donc déjà, ça provoque des mini-tempêtes émotionnelles parce que supporter l'imprévu, c'est compliqué chez moi. J'ai vraiment toujours besoin que tout soit hyper prévu. Sauf parfois où je me fais des imprévus. Mais quand je me prépare à des imprévus, comme quand je pars en voyage, c'est de l'imprévu total et mon cerveau sait que c'est de l'imprévu total et donc il est OK avec ça. Mais quand les choses sont prévues, si je me mets en tête le matin qu'aujourd'hui je vais aller à la plage, il n'y a pas grand chose qui va m'arrêter d'aller à la plage. Parce que c'était ce qui était prévu. Donc on y va. Stick to the plan, les Anglais disent. Stick to the plan. Donc, ce truc-là avec les copines qui devait être prévu une certaine journée, une certaine heure, n'a pas eu lieu la certaine journée, une certaine heure, qui moi me convenait. Par contre, elles ont décidé de faire ce truc-là à une certaine heure, à un autre moment qui ne me convenait pas, mais qui leur convenait à elles, dans un lieu qui ne me convenait pas, mais qui leur convenait à elles. Donc déjà, la dose de contrariété était très élevée. Donc, j'ai déjà mis en place tous mes outils pour pouvoir gérer avec la double contrariété qui était déjà en place. Et ça demande beaucoup d'énergie. Alors, moi je ne juge personne, donc j'aimerais qu'on ne me juge pas sur mon mode de fonctionnement. Si vous vous dites elle est bizarre, oui je sais, je suis un profil atypique. Si vous arrivez là et que vous ne connaissez pas les profils atypiques, allez vous renseigner sur les profils atypiques et vous verrez ce que c'est. La gestion de la frustration et la gestion de la contrariété sont des moments très très compliqués dans la vie des personnes à profil atypique. Donc, double contrariété. Donc là, vraiment, je me suis rendue à cette situation sociale avec un sac à dos rempli d'outils et très très lourd. Donc déjà, ça empêche un peu la légèreté du moment, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai subi cette soirée. Les sujets d'échange ne m'ont absolument pas intéressée du tout. Mais alors, vraiment pas. Je me suis sentie pas à ma place. J'avais rien à faire là. Mais quand j'avais aucun moyen de m'extraire de cette situation sociale qui semblait convenir aux autres participants, je me suis tue et j'ai été mignonne et gentille comme ce qu'on me disait de faire quand j'étais petite. Hein ? Tu seras bien mignonne et bien gentille, tu diras bonjour madame, merci madame, s'il vous plaît madame, et tout sera parfait. Ok, d'accord. Donc là, j'ai vraiment joué le jeu de la personne sociable, j'ai mis un sourire sur mon visage, j'ai pas bronché, j'ai pas réagi. Si, j'ai réagi une fois parce que la conversation, le sujet m'a terriblement choquée. Comme j'ai pas de filtre et que là j'étais déjà en mode il faut faire attention, montre pas que tu t'ennuies, montre pas que tu... nanana. Bon là j'ai pas pu gérer mon intervention qui du coup a choqué cette amie. Voilà. Et qui s'est sentie jugée. Et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir revenir dessus puisqu'on était plusieurs et que l'objet de la soirée n'était pas d'avoir des conversations intelligentes et intéressantes, mais était plutôt autour de se changer les idées, autour de conversations absolument futiles et inintéressantes au possible, de mon point de vue. Donc, la soirée se termine et j'ai à peine pu attendre d'être en sécurité, auditive au moins, que personne ne puisse m'entendre. Enfin, je veux dire, l'explosion émotionnelle est sortie, mais du moment où mes amis n'étaient plus dans mon champ de vision,
l'explosion émotionnelle, l'ascenseur est arrivé, mais alors incontrôlable. Mais vraiment incontrôlable. Parfaitement incontrôlable. Alors j'ai pas pleuré. J'avais très envie de pleurer par la déception profonde que j'ai ressentie. Je me suis mise très en colère avec moi-même. Et en fait, l'explosion émotionnelle est principalement due à moi. C'est moi la première qui suis responsable de cette explosion émotionnelle. Parce que je ne me suis pas écoutée. Je n'ai pas écouté mon instinct qui aurait été d'annuler, de prétendre quelque chose, je ne sais pas quoi, mais d'annuler cette situation sociale, cette soirée. Parce que finalement, j'ai pas été de bonne compagnie, bien que j'ai posé un sourire sur mon visage, mais je pense que tout le monde a bien ressenti que j'étais pas à l'aise. Et en plus, j'ai été blessée parce que j'avais une bonne nouvelle à annoncer ce soir-là, qui est tombée, qui a fait un flop monumental. Enfin, c'était clairement pas un moment choisi pour annoncer des bonnes nouvelles. Je crois que tout le monde avait envie juste de s'auto-plaindre et de s'auto-complaindre et de s'auto-victimiser et pas du tout d'accueillir une bonne nouvelle. Donc voilà, c'était hyper décevant. Donc l'hypersensibilité émotionnelle, elle va être là. C'est-à-dire que quand je dois vraiment bien me tenir, que je dois faire attention à chaque mot que je vais devoir poser, que je vais devoir faire attention à comment je dois me comporter, comment je me tiens, comment je parle aux gens, comment. Et ben, au bout d'un moment, c'est plus tenable. Au bout d'un moment, c'est l'explosion. Et donc, c'est très compliqué à vivre. Pendant très longtemps, depuis toute petite, jusqu'à ce que je comprenne mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire au moment du burn-out à peu près, dans diverses situations avec diverses personnes, au retour de, j'appelle situation sociale, des soirées, des fêtes, des apéros, des moments festifs où les gens sont en général contents d'aller. Moi, pas très souvent, mais je sais qu'il faut le faire, ça fait partie des compromis qu'il faut faire pour avoir une vie sociale. Alors des fois je suis contente parce que si j'ai des amis qui m'écoutent, je voudrais pas non plus que vous pensiez que je suis jamais contente, mais c'est toujours une source d'anxiété énorme. Et voir du monde provoque toujours une source d'anxiété énorme. Même si j'aime bien inviter des amis chez moi, tout ça, machin, mais ça provoque quand même de l'anxiété. Je suis toujours hyper cadrée dans ma tête, je suis pas naturelle, il y a très peu de moments où je suis naturelle. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter complètement de boire de l'alcool, parce que finalement l'alcool désinhibe complètement et provoque après des débordements de moi en mode super rigolote, je vais pas faire attention à ce que je dis puis après je m'en veux, et puis alors j'ai fait rigoler la galerie toute la soirée, et puis après je rentre chez moi, je m'en veux, parce que du coup quand on fait rire quelqu'un des autres c'est forcément au dépend de quelqu'un, et puis c'est pas cool, et puis voilà, et puis en fait ça me gonfle, j'ai pas envie de ça. Voilà, les situations où il faut se montrer sous son meilleur jour sont très difficiles à vivre. Et donc voilà, pendant très très longtemps, à chaque fois que je rentrais d'une soirée ou d'un truc qui s'était super bien passé, tout le monde était toujours super enthousiaste. Ouais, c'est qu'il y a du monde qui court partout là ce matin. C'était... Hop, on fait une pause. Bonjour. J'aime pas parler quand il y a du monde. Voilà, c'était des... Puis alors il y a une dame, elle m'a fait hyper peur parce qu'elle était juste derrière moi. Donc c'était des moments où tout le monde repart hyper enthousiaste et tout. Et Marie part en live complet. Soit c'est de la colère qui sort ou de la tristesse, on ne sait pas trop, le mélange des deux d'ailleurs. Et en général, la réaction en face, c'est dingue ça, la soirée c'est hyper pas bien passé, t'as besoin de pourrir le truc à tout le monde. Et ben, en fait, non, c'est pas que j'ai besoin de pourrir le truc à tout le monde, c'est que moi j'ai vécu l'enfer finalement. Il y avait trop de bruit, je me suis ennuyée, il y avait trop de monde, j'ai dû faire la bise à trop de gens, j'ai pas aimé ce qui s'est passé, j'étais mal à l'aise. J'ai ressenti trop d'émotions chez les autres aussi, ça peut arriver. Quand je ressens des émotions très très fortes chez les autres, ce qui fait que j'ai horreur de la promiscuité. Je peux pas avoir quelqu'un collé à moi parce que j'ai l'impression que son flux émotionnel passe dans le mien et que toutes ses pensées arrivent dans ma tête. Ah, c'est juste l'enfer. Donc là, sur le permis moto, il était question
Normalement, pour le permis moto, il faut passer une épreuve. On est à 2 sur la moto, soit avec quelqu'un qui passe le permis, soit avec le moniteur. Donc j'ai dit, je peux pas, merci Covid, tu me sauves la vie. Mais moi, je pourrais absolument pas avoir quelqu'un derrière moi sur la moto, puisque la personne sera obligée de poser ses mains sur moi, et donc tout le flux émotionnel va passer à l'intérieur de moi, et je vais avoir son débit de pensée qui va passer dans le mien, donc ça va complètement me perturber, et je serai absolument incapable de me concentrer sur ce que j'ai à faire, parce que ça va être comme une transfusion sanguine, mais une transfusion émotionnelle. C'est juste pas gérable, c'est même impossible. Donc finalement, la promiscuité, déjà, j'aime pas qu'on me touche parce que ça me fait peur. Mais en plus, j'ai vraiment à chaque fois l'impression que comme dans les dessins animés, là, que ça fait un espèce de transfert électrique et que je me prends en pleine tronche tout le système émotionnel de l'autre en face. C'est juste ingérable. Donc j'évite de faire la bise aux gens que je connais pas. Je fais rarement la bise, sauf à mes amis très proches. Pour ce qui est des accolades et autres prises dans les bras, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal. Déjà, alors elle me fait rire, le Dr Camille Attong, l'auteur du livre que je suis en train de lire, ou l'autrice, pardon, elle dit dans toutes les observations qu'elle a faites des êtres humains, il y avait aussi à savoir combien de secondes on reste collé dans les bras de quelqu'un. Ça, j'en ai absolument aucune idée. Et j'ai une amie qui me prend régulièrement dans les bras, je sais qu'elle écoute les podcasts aussi, et à chaque fois je me sens comme une poupée de chiffon, je sais pas quoi faire en fait, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je suis complètement perdue, et ça peut entraîner de l'anxiété. Mais comme ça fait 20 ans qu'on se connaît, je sais que le premier jour où on se voit c'est comme ça, et le dernier jour où on se voit c'est comme ça, donc voilà, je sais que c'est 2 minutes, faut que je respire parce que je suis pas à l'aise, mais après ça se passe quoi. Voilà. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est ce qui provoque donc des crises, des pétages de plomb, quand on part en vrille. C'est juste qu'il y a un trop plein. J'en ai encore vécu un hier soir, un trop plein. Je suis partie en vrille, voilà. Ça m'arrive. Et en fait, moi je sais pourquoi ça part en vrille. Mes enfants commencent à me connaître et mes enfants ont les bonnes questions. Maman, est-ce que tu as besoin d'aller t'isoler ? Est-ce que tu as besoin qu'on prenne le relais sur quelque chose ? J'ai ma grande de 14 ans qui m'a dit, écoute maman, je prends le relais, va t'asseoir, va manger, moi je prends le relais sur le repas. Je vois bien que là, ça va pas. Je dis, ben non, ça va pas. Et bon, dans la voiture, j'avais prévenu, j'avais dit, voilà... En rentrant, on pose les courses et je vais me poser 15 minutes sur mon canapé. J'ai vraiment besoin de décharger tout ça. Et puis mon temps de repos n'a sûrement pas été suffisant pour que je recharge les batteries. Et après, des choses qui m'agacent au quotidien sont devenues des montagnes. Et j'en avais encaissé pas mal depuis le matin, des choses qui me contrarient au quotidien. Et autant quand tout va bien, qu'il n'y a pas de situation d'anxiété, qu'il n'y a pas de situation de stress, que je suis hyper posée, je les encaisse et je me dis ok, c'est bon, ça te contrarie, mais qu'est-ce qui est le mieux à faire là ? C'est ce que j'étais en train de lire ce matin sur la thermodynamique au niveau du rangement. Enfin bref, si un jour vous lisez le livre de Dr Camille Attong, vous comprendrez au niveau de la thermodynamique et de l'ordre. Mais quand je suis en forme et que j'ai zéro source d'anxiété autour de moi, je sais prendre sur moi et me dire ok, qu'est-ce qui est le plus important pour toi là ? Prendre le temps de ranger le bazar de quelqu'un d'autre, même si ça te gonfle, mais au moins une fois que ce sera rangé, après ce sera plus agréable pour toi et tu seras posé, ou ne pas le faire et continuer à t'irriter. Donc souvent je prends le parti de ranger un truc que normalement je ne devrais pas faire, mais je le fais quand même parce que je sais que ça m'apaise et que ça m'apporte de la satisfaction pour après. Mais quand dans la journée j'ai une situation d'anxiété, et là j'ai une très grosse source d'anxiété en ce moment, qui est en latente derrière, voilà, j'ai pas la capacité à encaisser plusieurs fois dans la journée la même contrariété, on va dire, parce que dans la vie du quotidien il y a des contrariétés qui reviennent et c'est toujours les mêmes en fait, et c'est des choses qui sont essentielles pour moi mais qui ne le sont pas forcément pour les autres personnes qui vivent dans la maison, et c'est très dur à gérer en fait, de devoir aller à contresens de ce qui est important pour soi-même plusieurs fois dans la journée.
c'est très très difficile et ça provoque évidemment des tempêtes émotionnelles, des grosses crises, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'ai plus d'outils. J'ai l'impression d'avoir déjà tout essayé, la communication non violente, le schéma, la parole ferme et claire, le pétage de plomb, la parole douce et bienveillante, le merci, la gratification, la valorisation. Alors, j'ai l'impression d'être passée par tout l'éventail possible de façon d'obtenir quelque chose et en fait ça bloque en face. Il y a une espèce de refus en face, comme une mule là qu'on n'arrive plus à faire avancer, même avec la carotte et tout ça. Et finalement, moi j'ai pas la patience de continuer et je pense que c'est très humain. Et par mon côté atypique, j'ai une grande capacité de patience. J'ai une patience qui est quand même assez hors norme. Et quand je vois autour de moi des personnes plus neurotypiques que moi, n'ont absolument pas la même dose de patience que la mienne. Puisque justement, étant toujours en recherche du mode de fonctionnement du cerveau, chez moi et chez les autres, j'essaie toujours de comprendre ce qui pousse une personne à agir ou ne pas agir de telle ou telle manière. Donc ça me prend du temps pour observer, essayer de mettre les éléments en place. Là où certains comportements seraient sanctionnés direct par des personnes beaucoup plus impatientes que moi, moi je veux vraiment mettre en place tout un système d'observation, ce qui fait dire à mon conjoint qu'ils sont tous cobayes chez moi. Et il me dit souvent on est tous tes cobayes. Bah oui, mais d'un autre côté, si vous n'étiez pas tous mes cobayes, je pense que je serais beaucoup moins patiente avec tout et ça partirait beaucoup plus vite en vrille parce que j'ai aussi mes critères pour aller bien, j'ai mes critères pour me sentir en paix, j'ai mes critères pour me sentir sereine, je sais ce qui m'apaise et quand c'est pas respecté, c'est dur à vivre. Donc l'hypersensibilité émotionnelle, c'est aussi ne pas se sentir respecté dans ses besoins. Et quand on a déjà verbalisé ses besoins à plusieurs reprises et qu'en face c'est toujours contrarié, c'est très dur. Et ça c'est dans tous les domaines. Je veux dire, si je dis à mes élèves, moi j'ai besoin que quand vous rentrez en classe, ce soit 5 minutes de silence et que vous preniez du temps pour écrire dans vos cahiers ou pour réfléchir ou pour vous poser. Parce que pour moi c'est vraiment important, si vous voulez que la classe se passe bien, quand on veut que la classe se passe bien, c'est important de respecter ce besoin de Mrs. S. Et qu'ils me mettent le dawa directement en entrant dans la classe, je ne me sens pas respectée. Si je dis aux différentes personnes qui peuplent ma maison que pour me sentir bien, j'ai besoin que ma cuisine soit propre, je suis pas maniaque, je suis pas une fée du logis, j'ai jamais été quelqu'un d'hyper ordonné et tout ça. Enfin voilà, tous les gens qui me connaissent depuis toujours le savent. Mais j'ai besoin que ma salle de bain et ma cuisine soient propres et archi propres. Je déteste cuisiner dans une cuisine qui n'est pas propre et rangée. J'ai vraiment besoin que ce soit bien nettoyé, qu'il n'y ait pas de miettes de pain, pas de taches de café, pas de taches de jus d'orange, pas de traces de chocolat. Que quand je me mets dans ma cuisine, parce que j'adore cuisiner, c'est un grand moment pour moi de pleine conscience et de méditation. Donc normalement quand je cuisine, j'aime bien être toute seule. Sauf quand je suis dans le jus, où là j'aimerais bien avoir de l'aide, ou que des fois ce soit pas moi qui cuisine. Enfin voilà, j'ai plein de trucs. C'est pas parce que j'aime cuisiner que j'aime cuisiner tous les jours à tous les repas quoi. Et ben moi j'aime bien que ma cuisine soit propre et rangée. Et en fait c'est quasiment jamais le cas. Parce que tout le monde a des critères de rangement et de propre différents les uns des autres. Et chacun refuse de bouger un élément qui n'a pas été dérangé par lui-même ou par elle-même. Donc forcément on rentre dans des situations ubuesques qui me font toujours intérieurement rire parce qu'elles me font penser à ce superbe album sur la colère dessiné par le dessinateur de MOOC Marc Boutavant. C'est un album qui recueille plusieurs petites nouvelles autour de la colère et les différentes sources de colère. C'est un album magnifique que j'ai adoré et que j'ai souvent lu à mes enfants et qui leur a permis d'accéder à la gestion des émotions. Je l'avais trouvé par hasard dans une librairie indépendante magnifique. J'avais craqué sur les dessins et sur le thème. Comme j'ai des enfants hypersensibles, émotionnels et sensoriels, il y a quand même eu, depuis la naissance de numéro 1, beaucoup de tempêtes émotionnelles à la maison. Et
Et donc j'ai vite compris le mécanisme de la colère grâce aussi à l'accompagnement avec des psychologues tout au long de ces 15 dernières années. J'ai pas fait toute seule ce travail. Et donc voilà, j'avais acheté ce recueil de nouvelles pour enfants, de petites histoires autour de la colère. Et il y en a une qui me fait mourir de rire à chaque fois qu'on est dans ce genre de situation à la maison. C'est un hippopotame et un rhinocéros qui se croisent sur un tout petit sentier où ils ont à peine la place de passer. Et aucun des deux ne veut reculer, sauf que chacun des deux a une mission importante à faire. Et donc pour pouvoir passer, il faut forcément qu'il y en ait un qui recule pour aller dans un endroit où il y aura plus de place pour faire demi-tour ou pour pouvoir se croiser. Pour pouvoir continuer son chemin. Il faut forcément qu'il y en ait un des deux qui accepte de faire quelques pas en arrière, justement pour avoir la possibilité de se croiser. Et à chaque fois que chez moi j'ai ce genre de situation où bornés comme des têtes de mule, personne refuse de prendre en charge l'objet laissé traîner par quelqu'un d'autre en disant mais c'est pas moi, c'est à elle, c'est à lui, c'est nanana qui l'a laissé traîner, et pourquoi je rangerais la paire de ciseaux que numéro 3 a utilisé pour faire du bricolage, et pourquoi je rangerais les bouts de papier que numéro 3 a laissé traîner par terre, et pourquoi moi je devrais... Donc à chaque fois, quand j'ai l'énergie, je les regarde, je rigole, je dis bon, l'hippopotame et le rhinocéros, c'est bon, c'est fini là, vous savez qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui puisse prendre quelques pas de recul pour que tout le monde puisse avancer. Donc à un moment donné aussi, c'est ça la collaboration et l'art de vivre ensemble, c'est de pouvoir chacun prendre un peu de recul pour avancer. Alors quand on vit avec plusieurs profils atypiques dans une maison, dont plusieurs qui sont dans un déni quasi complet de leur profil atypique, la vie n'est pas toujours simple. La vie n'est pas simple. On en parlait avec ma psy la semaine dernière et elle me dit ce que vous attendez d'eux, en fait, il n'y a que des psys qui sont capables de le faire, de prendre du recul dans une situation de débordement. Il n'y a que qu'un psychologue qui peut arriver à faire ça, ou on se regarde, on sourit, ou quelqu'un qui est suffisamment informé des fonctionnements des émotionnels et du cerveau qui peut arriver à prendre ce recul-là. Donc j'essaye d'apporter des informations à mes enfants, en tout cas, à mon conjoint aussi, pour que tout le monde puisse un petit peu comprendre ce que c'est que le mode de fonctionnement d'un hypersensible sensoriel, d'un hypersensible émotionnel, et justement de pouvoir mettre en place des outils. Alors sur les 4, parce qu'on est à 5 dans la maison, sur les 4, j'en ai quand même plusieurs spécimens qui me disent mais moi je m'aime bien comme je suis, en fait je vois pas pourquoi je changerais. Ok, d'accord, j'entends, soit. Mais alors si tu t'aimes comme tu es et que tu veux pas changer, j'ai la mauvaise nouvelle de t'informer que ton comportement n'est pas adapté à la vie en collectivité. Donc à partir d'un moment, il va falloir faire le choix, c'est soit tu vis en collectivité et tu t'adaptes aux règles de la collectivité, soit tu veux pas vivre en collectivité et alors tu vis pas en collectivité. Mais à partir du moment où on est dans une pièce commune qui est pour tout le monde et qu'il y a des règles de vie en collectivité, on les accepte en fait, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Fillette numéro 3, celle qui est la plus en souffrance pour le moment, qui a le plus gros suivi mis en place par rapport à son profil atypique, souffre réellement de son hypersensibilité sensorielle et émotionnelle et une réelle envie de pouvoir apprendre à vivre plus normal, comme elle dit. Elle a 8 ans et elle est déjà dans une très très grande lucidité de qui elle est et de ses propres dysfonctionnements. Du haut de ses 8 ans, elle a déjà observé comment fonctionnent les enfants de son âge et elle est déjà capable de discerner ce qui est normal ou pas normal. Et elle a déjà compris qu'elle n'avait pas forcément toujours des réactions normales ou un mode de vie conforme à ce qu'elle voit autour d'elle. Donc elle a un réel désir. Alors on ne va pas la changer, je veux dire, c'est un profil atypique au potentiel, hyper émotive, on ne va pas changer numéro 3. Mais on lui donne des outils. Donc en ce moment, on voit des professionnels, des personnes qui accompagnent, on met des choses en place parce qu'elle est en demande. Au même âge, numéro 1 avait exactement les mêmes tempêtes émotionnelles, voire en pire. Et quand je lui proposais de l'accompagnement, c'était un non catégorique. Et toujours encore aujourd'hui, si je lui propose un accompagnement pour une problématique X ou Y,
elle sera toujours dans le refus catégorique. Je ne veux pas me changer. Je suis bien comme ça et il faut m'accepter comme ça. Donc jusqu'où ça pourra aller, je ne sais pas. Moi aussi, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais bien comme ça, que je voulais pas changer, que c'était aux autres de s'adapter à moi. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée allongée dans un lit pendant presque 4 mois. Et là, j'ai pas eu trop le choix en fait, parce que la survie dépendait de ma capacité à m'adapter à mon environnement. J'ai bien compris du fond de mon lit que si je voulais m'en sortir et que si je voulais accompagner mes enfants dans la vie en société et pas en faire des ermites, qu'il fallait absolument les rendre adaptables à leur environnement. Alors il y a l'adaptation, l'adaptabilité en dehors de la maison, il y a dans la maison. Le seul endroit où on demande de l'adaptabilité, quelque part, c'est dans notre grande pièce commune qui est la cuisine, salle à manger. Voilà, et après on a aussi une véranda salon. Donc ça, ce sont des pièces où je demande à ce que des règles de savoir-vivre et de vie en communauté soient appliquées. Bon, il pleut des cordes, donc je vais vous laisser. Voilà, la piste de réflexion aujourd'hui sera peut-être de vous interroger vous-même sur ce qui peut provoquer des réactions débordantes chez vous ou chez quelqu'un de proche, un enfant, votre conjoint, vos parents, votre sœur, votre frère, quelqu'un autour de vous qui a des réactions débordantes. Et un petit peu comme dans Kirikou, avec la sorcière Karaba qui devient très méchante, on sait que quelqu'un qui peut avoir une réaction débordante est quelqu'un qui a une épine coincée quelque part qui lui fait mal. L'épine peut être juste émotionnelle, à savoir une incapacité à gérer un afflux d'émotions beaucoup trop important, ou comme mes enfants et tant d'autres profils atypiques qui vont être très mignons et très adaptés à l'école, et du moment où ils posent un pied dans la voiture, c'est le volcan qui se met en route, ça explose dans tous les sens. Et ça, c'est pas parce que l'enfant a des problèmes à la maison, c'est juste parce que l'enfant, on lui demande de s'adapter à l'école et que ça lui demande un effort beaucoup trop important pour lui ou pour elle, et que finalement, une fois en zone de sécurité avec son parent, pof, il peut se lâcher. Comme moi, quand je lâche, c'est bien parce que je me sens en sécurité quelque part, et que si je peux me permettre de lâcher, c'est parce que je sais que ça tient, quoi. C'est parce que je sais que là, je peux lâcher. Et si en face, on me laisse pas lâcher de la pression, c'est que c'est pas bon, quoi. Et vice versa, en théorie, j'arrive à encaisser quand même pas mal de situations débordantes en face de moi, toujours en respirant et en me disant que c'est bon, là, il y a forcément un truc émotionnel, c'est de faire verbaliser la personne en face de moi. Mais sachant que j'en ai 4 à la maison à gérer, au bout d'un moment, je dois avouer que je sature, quoi. Je me dis que j'aimerais bien que certaines deviennent un peu plus autonomes avec la gestion de leurs émotions, parce que je pense qu'ils ne se rendent pas tous compte à quel point ça peut envahir, et c'est un peu finalement le rôle des mamans dans les maisons, c'est d'accueillir les tempêtes émotionnelles de tout le monde. Alors parfois, je me prends à envier des familles beaucoup plus neurotypiques et beaucoup moins ascenseurs que les nôtres, que ma famille à moi. Mais au fond de moi, j'aimerais pas vivre dans une autre famille, je crois que je m'ennuierais profondément. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne réflexion sur votre rapport à l'hypersensibilité émotionnelle. Et puis n'oubliez jamais que le cerveau nous fait croire ce qu'il a bien envie de nous faire croire, et que parfois il faut creuser un tout petit peu plus loin que ce qu'on veut bien admettre pour pouvoir aller chercher justement ce qu'on cherche. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, mais on finit toujours par trouver. Voilà, bon, et bien bonne réflexion à vous, et puis à très bientôt pour un nouveau sujet de podcast.